Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 1er mars 2024. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec la créatrice d'un nouveau cours qui va se donner à Polytechnique Montréal à l'automne prochain pour apprendre à faire du profilage de cybercriminels. Et puis on va aller à Los Angeles pour parler avec une autre créatrice, cette fois une créatrice qui a eu l'idée de donner des voix, VOIX, aux bandes dessinées et aux mangas. Mes collègues sont là. Il y a Thierry Aubert qui revient sur la décision d'Apple de mettre fin à son projet Titan. Stéphane Ricoul nous souhaite un double numérique pour la fin de nos jours et Jean-François Poulain nous parle de UX du langage. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Daniel Lacroix, Nicolas Forspagnac, Bernard Prince, Elmadi Beda et Julien qui nous écoutent sur Spotify. À vous 5, merci de votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Merci d'être là, c'est vraiment apprécié et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, on commence ce petit tour d'horizon de l'actualité numérique de la semaine avec cette initiative du gouvernement canadien qui veut intensifier sa lutte contre la haine en ligne avec son projet de loi 63. On parle d'un projet qui vise à imposer de nouvelles contraintes aux plateformes numériques pour contrer les contenus nuisibles avec la création d'un organisme de surveillance et des sanctions en cas de non-respect. Il cible spécifiquement la propagande haineuse et l'exploitation sexuelle des enfants, en renforçant les peines et en exigeant des plateformes qu'elles éliminent rapidement certains types de contenus préjudiciables. Avec ce projet de loi, si il devient loi, Ottawa va également demander aux grandes plateformes d'améliorer leur modération de contenu et collaborer avec les chercheurs. On apprend aussi qu'il y aura la création d'une commission de la sécurité numérique qui, elle, va veiller à l'application de ces mesures visant à une meilleure protection des Canadiens. Bizarrement, ce projet de loi 63 ne s'attaque pas aux auteurs de ces publications haineuses, comme l'a fait, par exemple, le Japon l'an dernier avec une nouvelle loi qui rend passible de prison des publications haineuses ou des menaces en ligne. Une nouvelle étude de Gartner révèle que d'ici 2026, donc dans 2 ans, les recherches sur les moteurs traditionnels, pensez à Google, pourraient chuter de 25%. Ça, c'est dû à la concurrence des agents conversationnels tels que ChatGPT, Copilot ou Gemini de Google. Et je le vois moi-même dans mon quotidien, j'utilise beaucoup moins souvent Google ou un autre outil de recherche que je remplace par ChatGPT ou Perplexity AI. Des technologies d'intelligence artificielle générative qui offrent une alternative aux méthodes conventionnelles de recherche en ligne, ce qui va obliger, par le fait même, les entreprises qui utilisent Internet pour vendre, ces entreprises-là vont devoir repenser leur stratégie de marketing numérique. D'ailleurs, Gartner souligne que le succès des entreprises qui utilisent Internet va reposer sur leur capacité à produire du contenu unique et de qualité, mettant en avant l'expertise, l'expérience, l'autorité et la fiabilité de leurs services. Hâte de voir la suite. L'Observatoire des technologies médias qui appartient à Radio-Canada arrive avec une nouvelle étude qui s'intéresse à l'appétit des nouveaux arrivants au Canada pour l'information. Selon la dernière enquête, 92% d'entre eux consomment des nouvelles via diverses plateformes, préférant nettement l'Internet aux médias traditionnels. Ces nouveaux Canadiens s'informent principalement à travers les réseaux sociaux et les sites web d'actualité. L'enquête révèle également une tendance vers le multilinguisme dans la consommation des nouvelles. Près de la moitié d'entre eux se tournent vers des contenus en français, en anglais et dans d'autres langues. Exemple intéressant cette semaine en provenance de Singapour où le gouvernement local a annoncé un programme de formation à l'intelligence artificielle
pour les citoyens de plus de 40 ans pour leur permettre d'anticiper l'impact de l'IA sur l'emploi dans les mois et dans les années à venir. Et récemment, dans le cadre du plan de Singapour autour du futur, le gouvernement a consulté 200 000 Singapouriens, c'est environ 5 de la population, pour construire une vision commune du futur du pays. Il faut dire que le gouvernement de Singapour s'est lancé en 2019 dans un plan de stratégie envers l'arrivée et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la société et dans les industries. Et autre fait intéressant, comme d'autres États dans le monde, Singapour a décidé d'investir massivement dans l'IA au cours des 5 prochaines années pour accroître l'accès aux puces avancées et pour créer des centres d'IA pour stimuler l'innovation. On traverse le Pacifique et on revient chez nous pour terminer ce bref tour de l'actualité numérique de la semaine, alors que le gouvernement du Québec annonce ici des mesures concrètes pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'administration publique. À la suite du rapport du Conseil de l'innovation du Québec, dont on a déjà parlé avec Luc Sirois, le ministre de la Sécurité et du numérique, Éric Kerr, a annoncé la création d'un registre public des systèmes d'intelligence artificielle, obligeant par le fait même les organismes gouvernementaux à déclarer leur initiative en intelligence artificielle. Et on a aussi annoncé la création d'un centre d'expertise en intelligence artificielle pour centraliser les connaissances et encourager l'adoption des meilleures pratiques. Ces actions visent à améliorer l'efficacité des services publics, réduire les coûts et enrichir l'expérience des citoyens. Pour nous parler de ces deux nouvelles initiatives, on va aller rejoindre à Québec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Bonjour, Éric Kerr. Bonjour Bruno, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Monsieur Kerr, donc aujourd'hui, conférence de presse pour annoncer plusieurs choses, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création d'un registre des systèmes d'intelligence artificielle qui est déployé dans l'administration publique et, comme je le disais là, tout à l'heure, le centre d'expertise dans l'intelligence artificielle, en analytique et en automatisation. Première chose, quand vous parlez de ce registre public, qu'est-ce que, dans votre tête, le registre va récupérer comme information? En fait, ce qu'on va récupérer, c'est le recensement de toutes les prestations électroniques de services et les systèmes opérationnels qui intègrent l'intelligence artificielle et pour ensuite en faire la constitution d'un registre et le rendre public. C'était une recommandation du Conseil de l'innovation. J'ajouterai à ça qu'on va aussi demander aux ministères et organismes de nous faire part des prestations électroniques de services qui sont en réalisation et qui vont inclure de l'intelligence artificielle ou qui sont en planification. Alors évidemment, ces deux dernières informations-là vont rester au sein du gouvernement. Donc, tant qu'une application ne sera pas déployée, ne sera pas en production, elle ne sera pas incluse au registre, mais quand même, pour nous, ça veut dire qu'est-ce qu'on a sur notre radar, là, qu'est-ce qui s'en vient, puis ça nous permet aussi de faire la mise à jour du registre en question. C'est un peu ça que je voulais bien comprendre. L'utilisation, par exemple, de ChatGPT par un employé, peu importe le ministère, est-ce que ça va être référencé ou on parle de système où il y aura développé, où il y aura de l'intelligence artificielle? On est dans la deuxième option, en fait, effectivement. On parle des services électroniques gouvernementaux ou des services, je dirais des services opérationnels, c'est-à-dire qu'ils vont faire un traitement qui n'intervient pas directement avec les citoyens, mais qui sont la propriété du gouvernement, qui sont opérés par le gouvernement et qui incluent l'intelligence artificielle. Donc, si un employé de l'État, comme vous donnez l'exemple, se sert de ChatGPT, ChatGPT n'est pas sous l'autorité du gouvernement du Québec. Donc, non, ça serait exclu du registre en question. Autre annonce importante, c'est ce centre d'expertise en intelligence artificielle, en analytique et en automatisation. Dans le fond, ce que vous faites, vous êtes en train, d'importer, vous êtes en train d'amener l'expertise au sein du gouvernement? Absolument. Moi, ce que j'ai dit, en fait, je dirais deux choses. Parce que le centre d'expertise est la composante très importante, mais la composante d'une entité qu'on appelle le Centre québécois d'excellence numérique. Le Centre québécois d'excellence numérique a comme mandat, entre autres, de travailler, de tisser des liens avec l'écosystème. Je donne un exemple, Bruno. Nous siégeons sur le conseil d'administration de CyberEco.
Alors, parce que c'est important pour nous là, de pouvoir travailler en partenariat. Mais ce que je souhaite, c'est cette collaboration-là. Ce que je ne souhaite pas, c'est que le gouvernement du Québec soit dépendante d'une expertise externe. Donc, on veut effectivement, et vous visez tout à fait juste, on veut bâtir cette expertise-là à l'interne et après ça, on pourra avoir des projets en collaboration, en partenariat, mais d'égal à égal. Et c'est pour ça qu'on met en place le centre d'expertise en automatisation analytique et intelligence artificielle. Et ça se fait évidemment par l'acquisition de talents, on imagine ça, mais aussi, puis vous avez dit le mot formation, ça veut dire aussi la mise à niveau de gens qui sont déjà au sein de l'appareil gouvernemental? Absolument. Donc, il y a des gens qui, bien évidemment, vous comprendrez, ont une formation qui les amène là, mais à travers des projets pilotes, parce que ce dont on parlait aujourd'hui avec Mme Gagnon-Turcotte qui prend les rênes de ce centre-là, c'est l'annonce aussi de 3 projets, 3 prototypes de systèmes qui incluent de l'intelligence artificielle, donc des systèmes opérationnels, comme je le disais, là, qui vont faire, par exemple, du traitement de factures. Bon, une fois que le projet pilote est complété, on développe une expertise par rapport à la création de ce type de système-là. Un agent conversationnel, mais un agent conversationnel qui intègre l'intelligence artificielle, donc plus du côté de ChatGPT dont on vient de parler, pour justement être capable d'avoir cette interface de communication-là avec le citoyen. Mais évidemment, on fait ça à petite échelle, on le fait à travers des systèmes qui ne sont pas essentiels et là où il y a un faible risque. Donc, un peu un carré de sable. Ben voilà. Et ça, c'est dans l'objectif premier de donner de l'expertise, de l'expérience à nos gens à l'interne, donc de faire monter les faire monter en compétences. Est-ce qu'en même temps, vous allez en profiter pour établir un peu ce qu'on pourrait appeler comme des standards ou des objectifs? Oui, absolument. Ben, de toute façon, c'est une recommandation du Conseil de l'innovation d'avoir un cadre pour l'intelligence artificielle. Et on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous commencez des projets si vous n'avez pas ce cadre? Justement, parce que les projets qu'on fait, puis vous le disiez, là, on est dans une espèce de bac à sable où effectivement le danger est à peu près inexistant. Et parallèlement à ça, il faut travailler effectivement sur cet encadrement-là et on fera une proposition aux Québécois à terme. Mais ça, c'est un travail qui implique plusieurs ministères, qui implique l'écosystème parce que il faut, oui, effectivement, se donner un cadre, mais il faut que ce cadre-là continue à permettre l'innovation. Le Québec est un leader en matière d'intelligence artificielle et ce serait dommage de freiner cet élan-là. Quel a été le rôle de ce rapport par rapport aux 2 annonces aujourd'hui? Très honnêtement, non, le registre n'était pas dans les plans et nous avons trouvé que c'était une excellente idée. Donc ça, c'est vraiment une recommandation à laquelle on donne une suite. Je dirais que le rapport, par exemple, on parlait du centre d'expertise, va jouer un rôle d'accélérateur. Alors on se dit, ben oui, on pense que c'est la bonne direction. On regarde les tendances, je veux dire, on ne vient pas d'inventer l'intelligence artificielle ni son intégration dans nos processus, mais quand même, on entend aussi dans l'écosystème et dans la société civile en général qu'il y a des craintes par rapport à ça. Donc, oui, on avance prudemment. Et là, je vous dirais que le rapport vient comme nous donner un cadre, un accélérateur qui dit, OK, oui, on va dans la bonne direction. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être à mettre en place. Donc, c'est vraiment un portrait global et le projet une IA pour le Québec, là, ben, c'est un ensemble de mesures à mettre en place. Donc, le rapport, il vient nous confirmer qui, pour certains projets, qu'on est dans la bonne direction, qui, pour d'autres, ben, ça, il faudrait mettre ça en place, qui, pour, OK, accélérons la réflexion sur d'autres éléments, notamment l'encadrement. Je reviens un instant sur le registre parce que je me souviens avoir lu que ce serait un registre public et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a une partie stratégique qui ne sera pas publiée avant la publication d'une application ou d'un service, mais ce registre-là va être accessible à partir de où? En fait, on va le publier sur le site du ministère qui lui-même est disponible à partir du site web du gouvernement du Québec. Donc, voilà, sur le site web, ça va être disponible. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des éléments stratégiques, effectivement, qu'on ne souhaite pas divulguer avant terme. Donc, c'est très important
pour vos auditeurs de bien comprendre que ce seront les prestations électroniques de services en fonction. Là, depuis le début, on parle d'utilisation d'intelligence artificielle par le gouvernement du Québec. Je vais vous rappeler, là, on remonte il y a quelques années. Vous savez, quand vous aviez commencé à travailler sur le dossier de l'info nuagique, là, vous aviez eu un lobby de gens qui s'étaient adressés à vous en disant ce serait important que l'information québécoise soit stockée au Québec pour s'assurer d'avoir une souveraineté info-nuagique. Là, on parle d'intelligence artificielle et de plus en plus, parallèlement aux travaux qui se font à travers la planète, de plus en plus, il y a des nations qui parlent d'IA souverain. Donc, d'avoir une assurance que les données qui sont partagées par un pays soient sur leur territoire. Est-ce que c'est le type de solution auquel vous regardez présentement? Ben, c'est certainement un angle qu'il faut envisager et dans le fond, votre question nous ramène au centre d'expertise. Alors, quand je disais, on veut internaliser au sein du gouvernement du Québec cette capacité-là à concevoir, à réaliser et à déployer des projets qui incluent de l'IA pour améliorer l'efficience gouvernementale. Mais ça nous amène vers quelque chose de plus grand qui est la recommandation du Conseil d'innovation, qui est une IA pour le Québec. Parce que dans le rapport du Conseil d'innovation, on ne se limite pas au seul gouvernement du Québec, bien évidemment. Et donc, oui, je pense que dans les réflexions qui seront nôtres dans les prochains mois, dans l'encadrement, c'est clair qu'il va falloir aborder cette question-là sous cet angle-là. Est-ce qu'on va y aller de façon globale, c'est-à-dire est-ce qu'on va l'exiger systématiquement? Est-ce qu'on va plutôt réserver à ça pour des portions plus névralgiques? Ben, un peu comme vous avez fait avec les données, là. Exactement. Exactement. C'est un excellent exemple. Donc, on l'a fait pour les données, mais seulement pour les données dites stratégiques aux opérations du gouvernement. Le reste des données peut aller en info nuagique public. Et à ce moment-là, on respecte les accords aussi qu'on a avec nos partenaires du Mexique et des États-Unis. Donc, pour l'IA, je pense qu'on pourrait avoir la même approche. En terminant, je veux avoir des nouvelles de l'identité numérique des Québécois. Je pensais à vous il y a 2 semaines quand j'ai vu en France que ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Ça a été difficile. Nous, ici au Québec, je me souviens, vous aviez parlé en 2022 qu'en 2023, nous l'aurions. Puis évidemment, on est en 2024, on ne l'a pas. Je sais que vous travaillez là-dessus. À quel moment vous voyez poindre à l'horizon cette possibilité? Bruno, avec votre permission, je vais vous corriger parce que les fondements de l'identité numérique sont déployés. Donc, le service d'authentification gouvernementale, il est en place depuis 2023, effectivement. Je dirais un peu malheureusement, dans toute la saga de la SAAC, ça a été occulté parce que l'interface d'authentification pour accéder au service de SACLIC, c'est le service d'authentification gouvernementale. Nous sommes à planifier son déploiement plus vaste, évidemment, parce que ce qu'on veut, c'est que ça devienne à terme le seul service d'authentification utilisé par le gouvernement du Québec. Donc, ça, le déploiement, on est en cours de planification. On a quelques prestations de services qui sont maintenant connectées à ce que j'appelle le SAG, donc le service d'authentification gouvernementale. Et là, on est dans les développements subséquents. Donc là, on va dans la transmission sécuritaire de communication, évidemment la biométrie pour les Québécois qui souhaiteront l'utiliser, toute la gestion des changements d'adresse. Donc ça, c'est l'ensemble des prochains services qu'on va déployer. Mais on y va par bloc et le premier bloc qui était le service d'authentification gouvernementale, il est livré. Mais dans votre tête, l'outil d'identification du citoyen québécois qui pourra être utilisé là. On parle des pièces d'identité. Exactement. Des cartes d'assurance maladie, je vous suis tout à fait. Ouais. Ben, écoutez, on travaille là-dessus présentement. Je vous dirais que ce qu'il faut ajuster, en fait, parce que c'est bien d'avoir son permis de conduire numérique ou sa carte d'assurance maladie numérique, mais si les systèmes qui ont à traiter ces informations-là ne suivent pas, ça donne rien. Donc, actuellement, je vous dirais qu'avec le dossier de santé numérique, ben ça fait partie de la réflexion de dire, bon, ben c'est bien, mais si je me présente à l'hôpital avec ma carte d'assurance maladie sur mon téléphone, ben est-ce que
je vais quand même avoir à présenter ma carte en plastique parce que le commis va dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Donc, il faut arrimer tout ça. Donc, vous donner une date de livraison aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça, mais c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Comme je vous dis, le premier volet est livré et maintenant on travaille à développer les prochaines étapes. Ben, écoutez, je pense on va suivre ça de très près, puis je pense qu'on va se reparler de ce dossier-là. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour m'expliquer en détail ce qu'allait être ce registre et ce centre d'expertise. Éric Kerr, vous êtes le ministre de la cybersécurité et du numérique. J'aime ça parce qu'on a comme raccourci au fil du temps à votre titre. Oui. Ça fait l'affaire aux gens qui vous interviewent, ça, et qui vous présentent. Alors, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, puis je vous dis à bientôt. Merci pour l'invitation, Bruno. Ça a été très agréable. Au revoir. Merci. Allez hop, direction Paris pour retrouver Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. C'est le moment d'aller rejoindre à Paris Jérôme Colombin. Salut! Salut Bruno Guglielminetti. Mais écoute, c'est formidable. Tu jaillis comme ça dans mon podcast. Écoute, je suis désolé, je m'excuse auprès de tes auditeurs, mais comme j'ai dit à mes auditeurs qu'on allait te rejoindre à Paris, promesse faite et tenue. Promesse tenue, et voilà. Ouais. Jérôme, je veux absolument parler avec toi parce que cette semaine, tu étais en Espagne, à Barcelone, pour le grand événement qui se répète depuis de nombreuses années et qui s'intéresse particulièrement au monde de la téléphonie mobile, mais pas que, parce que de plus en plus, les années passent et Barcelone devient la capitale du tout connecté aussi. Ah oui, complètement. C'est vrai que c'est le Mobile World Congress, mais c'est mobile au sens Je voulais très large. t'entendre le dire. C'est toutes les formes de mobilité, soyons clairs. Traditionnellement, c'est la grande fiesta du smartphone, et puis c'est devenu la grande fiesta des réseaux. C'est là qu'ont été présentées les premières expérimentations de 5G, la etc. 4G avant. Ouais. La 4G avant. LTE. Cette année, on parlait de la 5,5G. Je savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça sur place. Et aussi de la 6G qui est déjà en préparation. Mais il n'y a pas que ça, tu as raison. C'est de la mobilité sous toutes ses formes avec les objets connectés. Et puis, même jusqu'aux voitures, parce qu'il y avait des voitures. Il y a le constructeur chinois Xiaomi qui a présenté sa future voiture électrique connectée. Il y a Huawei qui parle aussi beaucoup de voitures. Et puis même, sans oublier les taxis volants, enfin les espèces de drones. De quadricoptères, de drones, voilà, qui sont encore très conceptuels. C'est des prototypes. Mais dans ce que tu as vu, qu'est-ce que tu retiens? Ben, évidemment, tout ce qui est téléphone et nouvelles technologies, tu en as parlé largement cette semaine sur les réseaux sociaux. Absolument. Mais parallèlement, et il y a une vidéo qui t'a trahi. Zut! Non, mais regarde, c'est bon. On voit ta transparence par rapport à ce que tu vois. On a vu cette fameuse paire de lunettes faite par un fabricant chinois qui se voulait être un traducteur en temps réel, mais finalement qui foirait. Alors, j'ai passé la vidéo parce qu'elle était amusante. C'est un peu l'effet Bonaldi, l'effet salon. Ça a pas très bien marché. C'est des lunettes qui sont censées traduire les conversations sous forme de sous-titres. En fait, tu lis devant tes yeux ce qu'une personne en face te dit dans une autre langue. C'est vrai que je les avais essayés l'an dernier. C'était très, 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 très expérimental. Cette année, on m'a dit, vous allez voir, ça marche beaucoup mieux parce que maintenant, c'est en local, il y a plus besoin de connexion Internet. Et là, il se trouve que dans la folie du salon, la bousculade, le truc, le machin, l'appareil qui est pas initialisé, il est pas bien configuré, j'appuie pas aux bons endroits, etc. Effectivement, ça n'a pas marché. Mais je ne jetterai pas le truc à la poubelle. Je pense mais de toute façon, l'an prochain, tu pourras le réessayer. Oui, exactement. Je réessayerai l'an prochain. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ces lunettes connectées. Est-ce que tu as aimé ton expérience avec PinAI? Bon, c'est pas toi qui le portais, mais tu étais quand même à quelques centimètres de l'appareil. Là. Effectivement, j'ai vu comment ça fonctionnait, ce fameux AI Pin, là, cet assistant qu'on porte clipsé sur le vêtement. Écoute, ça marche bien apparemment, parce que même dans le brouhaha du salon, il entendait bien, il répondait bien, le son était très fort, la compréhension était à peu près bonne, il y avait beaucoup de délais, parce que là, pour le coup, ça utilise la connexion Internet.
Maintenant, ça répond pas à la question est-ce que j'en ai vraiment envie et ça va remplacer mon smartphone, même dans certaines circonstances. Alors, j'ai une interview d'une représentante de la société américaine Human que mes auditeurs vont pouvoir entendre dans quelques minutes dans Monde Numérique. Et elle explique un peu la philosophie de tout ça. Bon, c'est un produit en devenir, il faut le dire. Ouais, puis à voir la démo, ça montrait encore qu'au niveau de la vie privée, on n'est pas là. C'est un choix qu'on fait d'exposer nos communications à tout le monde avec ça. Alors attention, parce que le truc ne se déclenche que quand tu appuies dessus. Oui, mais c'est tout le monde qui entend ce que tu cherches. Oui, effectivement. C'est les conversations. Oui, tout à fait. L'assistant te parle, donc tu peux pas utiliser ça dans le bus, dans le métro chez nous. Il y a des gens qui se gênent pas pour téléphoner et avoir des conversations à voix haute, remarque. Mais quelqu'un de bien civilisé comme toi va prendre son téléphone, le porter à l'oreille, tenter d'être discret. Bon, même si tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce que tu peux dire au téléphone. Mais avec la PIN AI ou la AI PIN, oublie ça, là, tout le monde va entendre. Absolument. C'est un cas de figure qui est voilà, c'est pas bon pour certaines situations. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres trucs un peu inusités qui t'ont marqué? Oui, inusités, comme tu dis. Alors, j'ai vu, les taxis volants, j'en ai parlé. J'ai revu notre ami Ameka. Ça te dit quelque chose, Ameka? Tu la connais, Ameka, parce que tu l'as vue au CES de Las Vegas. C'est cette robot. Je dis une robot parce qu'elle a un profil féminin, en fait. Elle est partout, hein. Elle est partout. Je sais pas, il y a combien de versions, là, parce qu'à un moment donné, elle peut pas vraiment être partout comme ça. Mais chaque semaine, elle est à quelque part. Je pense qu'il y en a plusieurs. Non, mais attends, c'est un business, de toute façon, parce que ça y est, comme c'est un truc qui marche à peu près bien, eh bien, elle est vendue, elle est commercialisée. Alors, j'ai pas le prix, et elle est louée. Et en fait, là, elle était sur le stand d'un opérateur des Émirats Arabes Unis. C'est pour faire le show, c'est pour faire l'attraction, parce que c'est vrai qu'elle est assez impressionnante. Hein. Non, alors attends, c'était pas elle. Ça, c'était l'autre, là. Comment elle s'appelle? C'était l'autre robot que j'aime pas. T'as déjà un froid avec une robot. Oui, parce que je trouve qu'en tant que robot, elle est pas terrible. Et en fait, on a essayé de construire un storytelling sur cette créature qui est totalement artificielle. En fait, elle est moins intelligente que mon assistant vocal. Okay. Et depuis, vous avez un froid, vous parlez plus. Et depuis, on se parle plus. Et puis, non, mais je pense que ils en font trop, une espèce de poupée comme ça, démonstrative. Ameka est un peu plus intéressante parce que au niveau intelligence artificielle, je sais pas ce qu'elle vaut, mais au niveau robotique, elle est vraiment avancée, notamment sur les expressions de visage, etc. Donc, il y a l'aspect robotique qui est un peu plus intéressant. Mais moi, je veux pas ça m'énerve qu'on considère les robots comme ça. On te met des robots avec un semblant d'agent conversationnel, et puis t'invites 2 journalistes idiots qui vont poser des questions. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que vous allez détruire les humains? Ça n'a aucun sens, quoi. C'est faire croire aux gens que ces choses-là ont une conscience, et c'est absolument absurde. Ce sont des jouets, quoi, rien d'autre. Donc il faut se calmer. Mais bon, c'est joli à voir. Non, c'est pas ça. J'ai vu un truc assez rigolo. Alors je pense que ça n'a pas grande utilité, mais c'est intéressant parce que c'est un défi technique qui a été relevé et qui est quasiment gagné. C'est le smartphone entièrement souple qui peut se mettre autour du poignet comme un bracelet. J'ai passé une vidéo sur les réseaux sociaux, tu l'as peut-être vu passer, c'est Motorola qui fait ça, et c'est plutôt joli. Alors bon, j'ai eu des retours, des gens sur les réseaux qui m'ont dit mais à quoi ça sert? Moi ça m'intéresse pas du tout et tout. Oui, je conçois, c'est pas forcément le truc que tu meurs d'envie d'acheter, mais bon. Est-ce qu'on va chercher le marché des gens qui portent des bracelets? Moi je pense qu'ils vont rien chercher du tout, parce que pour l'instant ce n'est qu'un concept, c'est pour tester précisément un peu les réactions, envisager des cas d'usage, mais c'est pas du tout fait pour être commercialisé. C'est le côté tech on peut le faire, alors on va le faire. Mais ça veut pas dire que ça répond à un besoin et que c'est vraiment intéressant. Mais le résultat est joli. L'écran est vraiment souple et c'est troublant. Et pour les batteries, comme tu le sais, les batteries ne peuvent pas être souples. En fait, ils ont contourné le problème en faisant des tas de petites batteries qui sont connectées les unes aux autres. Ce qui fait que l'appareil est souple, mais il est un peu cranté, il fait crac, 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 comme ça. Enfin, on le tourne un peu comme comme s'il était articulé, en fait. Est-ce qu'il perd de son autonomie due à ces petites batteries ou? Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, non, c'est un vrai smartphone. C'est okay. Ça, c'est que tu peux vraiment, il y avait Android dessus, tu peux le manipuler, et en termes d'autonomie, on a quasiment le même volume de batterie. Donc, je pense qu'au niveau autonomie, c'est équivalent à un smartphone classique. Et quand même. Donc, c'est pas mal. Écoute, si je résume, est-ce que ça valait la peine de te rendre à Barcelone cette semaine?
Bien sûr, ça vaut toujours le coup d'aller à Barcelone. Non, mais là, je parle pas pour la ville et la plage. Je parle non, pour mais je parle pas non plus pour la plage, il faisait pas assez chaud. Mais bien sûr, non, ça reste un salon intéressant, le Mobile World Congress quand même, malgré tout. On va dire que c'est un complément du CES de Las Vegas. C'est plus thématique. Il y a un côté tout très business dont on parle jamais dans les médias, hein, mais les opérateurs sont là. Ils ont des réunions, des meetings très très commerciaux. Au départ à Cannes, c'est ce que c'était. C'était ça, ouais, tout à fait. Voilà. Jérôme, puisque est-ce que je peux en profiter et te demander, tu as déjà parlé d'un de tes invités, qui seront les autres? Alors donc, on va se pencher un peu sur l'aspect écosystème et notamment du côté des constructeurs chinois qui sont en train de faire ce qu'Apple voulait faire et qui n'arrive pas à faire, et notamment Xiaomi qui va lancer en Chine prochainement sa fameuse voiture et qui sera connectée au smartphone avec d'autres appareils, etc. Donc interview d'un responsable français, cela dit de Xiaomi. On va essayer on expliquera aussi un petit peu plus dans le détail ce truc des lunettes connectées qui peuvent fonctionner malgré tout. Et puis je ferai découvrir aussi un ou deux nouveaux modèles qui ont été dévoilés de Honor, de TCL avec un écran mat assez sympa. Assez élégant. C'est intéressant de voir Honor, comme tu dis, prendre du galon depuis qu'ils ont quitté la famille Huawei. Hein. Ils ont vraiment développé leur signature là maintenant. Ouais, absolument. Et de toute façon, c'est Honor et Huawei et Xiaomi qui ont un peu fait le show à Las Vegas, qui ont présenté des nouveaux modèles. On est loin de d'autres années où c'était Samsung et compagnie. C'est dingue, hein. Ouais. Bah oui, Samsung a lancé son Galaxy S24 en janvier. Ils ont fait exprès de faire ça avant le Mobile World Congress pour ne pas être noyé dans la masse. Mais c'était bizarre. Après le CES, mais avant Barcelone. Oui, après le CES, avant Barcelone, tout à fait. Ouais. Ah bon. Bah oui, mais du coup, c'est vrai on peut dire que c'est Samsung qui a ouvert le bal, par exemple, des fonctions à base d'intelligence artificielle sur les smartphones que l'on trouve aujourd'hui chez Honor et chez Huawei notamment, et chez Xiaomi. Moi, je te remercie d'avoir été là. Et puis, je mentionne, pour les gens qui n'ont pas suivi, cette semaine, dans l'autre actualité, c'est le grand débrief avec François Sorel, toi-même et moi-même. Tout à fait. Il faut inviter tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans mon carnet et dans Monde Numérique à aller écouter le grand débrief, cette émission proposée sur le fil du podcast Monde Numérique, et puis aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Le grand luxe. Nous sommes tous les trois, toi, moi et François Sorel, et on débriefe l'actualité du mois de février. Et je te remercie d'avoir participé avec une excellente prestation. C'était du grand Guglielminetti. C'était magnifique. Eh bien, donc, j'invite mes auditeurs à aller écouter ton émission, bien sûr, Mon Carnet, mais pas tout de suite, hein. Pour l'instant, vous restez avec moi. Non. Soyez patients, profitez de Jérôme Colombin et ses invités. Puis après, vous venez me rejoindre. Et évidemment, à l'inverse, chez nous. Alors, j'invite mes auditeurs à passer par chez toi et t'accueillir entre leurs deux oreilles aussi, comme ils font avec moi. Merci beaucoup, Bruno. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Bye. À partir de l'automne 2024, il y a Polytechnique Montréal qui va offrir une formation pour amateurs de cybercrime. Je pense que c'est la meilleure façon de le présenter. Imaginez-vous, 3 cours, ou plutôt 3 niveaux du cours seront offerts de ce cours intitulé Profilage cybercriminel 1, 2, 3. Le cours va intégrer des éléments de différents domaines, dont la psychologie, le profilage criminel et évidemment la cybercriminalité, des cours qui devraient offrir aux étudiants l'opportunité de s'introduire dans l'esprit des cybercriminels, de découvrir les secrets de ce qui s'y cache et de construire des profils potentiels différents pour aider à anticiper et prévenir la criminalité sous un angle nouveau. Pour nous parler de cette nouvelle formation et du travail de profilage dans le monde du cybercrime, on joint celle qui a créé ce cours et qui va l'enseigner dès l'automne 2024. Bonjour, Sarah Alicia Badawi. Bonjour, Bruno. Sarah, d'abord, est-ce que j'ai bien présenté le cours? Est-ce que ça va être ça? C'est exactement ça. J'aurais pas mieux dit. C'est vraiment des cours qui ont été créés avec mon intérêt et ma passion, en fait, de toujours vouloir comprendre le pourquoi derrière un crime, déjà à la base. Et je me disais, pourquoi on ferait pas la même chose également avec les cybercriminels, puisque on est en train de rentrer de plus en plus dans une ère numérique et la criminalité est en train de devenir de plus en plus centrée sur tout ce qui est relié à l'ordinateur. Donc, je me suis dit,
nous faire je sais pas si vous avez déjà écouté Mindhunter ou NCIS et Criminal Minds. Donc, je me suis dit, pourquoi nous, ici au Québec, on ferait pas notre propre Cyber Criminal Minds et voir qu'est-ce que ça peut donner. D'où vient votre intérêt vis-à-vis les cybercriminels? Parce que vous auriez pu vous en aller dans la criminalité simple, comme on la connaît depuis des siècles. Mais là, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cybercrime? En fait, je suis une diplômée du baccalauréat en cybersécurité de Polytechnique Montréal. Donc, mon intérêt relié au cybercrime, ça a vraiment été fait durant mes études. J'ai toujours eu un intérêt pour le crime, mais j'avais aussi une passion, tout ce qui est relié à l'ordinateur. Et veux pas, c'est un domaine, quand je suis rentrée à Polytechnique, c'était un domaine qui commençait à devenir en hausse et mes cours m'intéressaient beaucoup, mais j'avais toujours cet intérêt du criminel en tant que tel. Pourquoi un cyberpédophile va approcher telle victime d'une certaine façon, mais il va pas approcher une autre victime d'une autre façon. Et je trouvais que en comprenant un cybercriminel, ça peut nous aider à mieux prévenir des cybercrimes similaires dans le futur. Est-ce que le monde du crime en ligne est sensiblement différent du monde des criminels traditionnels, là, si je peux utiliser cette expression-là? Donc, c'est sûr qu'un cybercriminel, moi, comment je le vois, un cybercriminel, c'est un criminel à la base. Donc, c'est sûr et certain qu'on va trouver des similarités, par exemple, entre un terroriste et un cyberterroriste qui va recruter des personnes influençables. Mais puisqu'il y a l'ordinateur, déjà, si le crime sur l'ordi s'appelle cybercrime, et un criminel qui utilise l'ordinateur pour faire son crime s'appelle un cybercriminel, je me disais, en créant mes cours, c'est sûr et certain qu'on va trouver des nuances entre un cybercriminel et un criminel traditionnel, désolé. Donc, en fait, c'est sûr qu'on va retrouver des similarités. C'est sûr que le profilage criminel donne des notions de crime qu'on va retrouver chez un criminel traditionnel, mais juste le fait qu'il y a un ordinateur qui sépare le crime traditionnel et le cybercrime, c'est sûr et certain qu'on va trouver des nuances qui vont nous aider à prévenir justement des cybercrimes similaires dans le futur. Est-ce que c'est vrai qu'un criminel pourrait difficilement peut-être faire du cybercrime? De l'autre côté, un cybercriminel pourrait difficilement faire un crime? Je pense ici, ça dépendrait du cybercrime en tant que tel. Donc, si je reprends mon exemple d'un pédophile et un cyberpédophile, je trouve qu'ils ont beaucoup de similarités déjà à la base. Je pense qu'un cyberpédophile pourrait arriver à passer à l'acte en personne et faire une agression sexuelle envers une victime mineure. Et un pédophile peut également utiliser l'ordinateur pour avoir de la possession de pornographie juvénile et avoir des contacts avec des victimes mineures. Mais si, par exemple, on parle d'un hacker qui va faire une cyberattaque, je le vois difficilement faire un crime traditionnel puisque la cyberattaque en tant que telle est un cybercrime différent. Donc, je pense ici, c'est vraiment nuancer les types de cybercrimes et je pense que c'est des exemples justement vastes et différents. Qu'est-ce qui va se passer dans vos cours? Évidemment, il y a une présentation qui va être faite à l'avant, mais qu'est-ce que vont vivre vos étudiants? Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est passer par différents cybercrimes et donner des notions pour chacun. Donc, c'est sûr qu'on va passer par qu'est-ce qu'un cyberpédophile, comment on peut le différencier d'un pédophile, ou qu'est-ce qu'un cyberterroriste et comment est-ce qu'on le diffère à un terroriste et comment ces deux criminels peuvent se compléter pour arriver à un certain acte. Qu'est-ce qu'un hacker? Qu'est-ce qu'un ethical hacker en anglais également? Qu'est-ce qu'un cyber-intimidateur et comment est-ce qu'on peut le différencier à un intimidateur traditionnel? Donc, le premier cours, c'est des cours théoriques. Le premier cours sera plus théorique, beaucoup plus de notions. Et arrivé au deuxième cours, c'est là que je donne la balle aux étudiants et c'est là qu'on va, avec des articles d'actualité, des différents documentaires, les laisser par eux-mêmes créer des profils hypothétiques d'après les articles qu'on va étudier, d'après les documentaires qu'on va étudier, des discussions en classe, des présentations, et les laisser justement vraiment eux-mêmes faire les recherches, parce que je trouve qu'en faisant nos recherches, on est capable de mieux apprendre également. Et c'est des profils potentiels, hein, c'est des profils hypothétiques, c'est vraiment des cours pour nous faire, nous donner une ouverture au profilage cybercriminel, mais ce sont des profils qui pourraient peut-être également être utilisés dans des prochaines recherches. C'est ça le but de mes cours.
Et le troisième, on va se concentrer sur les techniques d'entrevue et d'enquête, des techniques d'entrevue, d'enquête, désolé, et d'interrogatoire basées sur les profils de cybercriminels que nous avons étudiés dans les 2 premiers cours. Donc, c'est des cours qui se suivent, mais qui vont regarder différents points de vue. J'ai l'impression que vous allez beaucoup plus loin que ce qui est enseigné présentement à Polytechnique Montréal ou même dans d'autres types d'enseignements par rapport à la cybersécurité. Vous voulez vraiment focusser sur les gens qui commettent ces actes-là. Exactement. Et en fait, l'idée m'est venue parce que je suis en train de poursuivre des études supérieures moi-même en profilage criminel et je vais poursuivre après ça je voulais en fait baser mes cours sur ce que j'apprends en profilage criminel. Donc, j'étudie en ce moment des criminels traditionnels. Mais je voulais prendre ces notions-là, prendre mes notions que j'ai apprises dans mon baccalauréat en cybersécurité et voir comment est-ce que je peux les adapter. Comment je peux faire pour apprendre à comprendre un cybercriminel. Donc, en fait, c'est nous mettre dans la peau d'un cybercriminel. Je viens d'avoir cette anecdote dans ma tête rapidement. Et en fait, c'est comment est-ce qu'un cybercriminel est capable de passer à l'acte? C'est parce qu'il nous étudie, nous, en tant que ses victimes potentielles. Il nous connaît. Il sait comment nous manipuler. Il nous comprend. Mais comment il fait ça? C'est parce qu'il nous étudie. Il sait comment nous chercher. Il sait comment nous avoir. Donc, pourquoi nous, on fait pas la même chose? Pourquoi on n'étudie pas le cerveau d'un cybercriminel pour justement le comprendre et aider à mieux prévenir la cybercriminalité? Donc, en fait, je trouve que, comme vous avez dit, c'est différent, mais en même temps, c'est un complément dans mes études. Donc, ce que moi, j'ai appris à Polytechnique, au contraire, ça nous donne l'ouverture à mon domaine et j'en ai appris beaucoup. Mais comme c'est un domaine en évolution, à chaque fois que quelqu'un, un expert, un chercheur, on vient et on rajoute de plus en plus, c'est là qu'on devient meilleur dans notre domaine et c'est là qu'on est capable de mieux en mieux protéger la société des différents cybercrimes. Donc, c'est des compléments. J'appellerais ça des compléments. Si on compare au profilage criminel traditionnel, est-ce que vous diriez qu'il y a des défis particuliers quand vient le temps de faire du profilage de cybercriminel? Des défis particuliers, oui, parce que en fait, un cybercriminel, dès le début, on le voit pas. C'est un peu plus difficile de profiler, désolé mon anglicisme, un criminel qu'on ne va pas voir directement. Donc, il va avoir ces nuances-là. C'est beaucoup plus de recherche, je dirais. C'est beaucoup plus de différentes hypothèses, essai-erreur, essai-erreur. Mais la similarité entre les deux, c'est encore le fait que il faut garder en tête qu'un cybercriminel, c'est un criminel. Donc, il y a des similarités et la base est la même. Donc, c'est juste venir rajouter notre petite touche de cybercrime. C'est là qu'on va faire la différence. Parlant de profilage, ils vont ressembler à quoi vos étudiants à l'automne prochain? Ils vont venir de où? Ben déjà, ce qui est vraiment intéressant à Polytechnique, moi en tant qu'étudiante et maintenant en tant que chargée de cours, c'est qu'on a de tout. On a de tous les domaines. On a des personnes qui viennent justement du monde juridique, qui viennent du monde de la technique informatique, du génie informatique. C'est un monde tellement vaste. Et c'est pour ça que ce sont des cours qui vont servir à tout le monde. J'ai même des étudiants qui sont là par curiosité de cybersécurité pour le moment et qui veulent après ça continuer des études plus approfondies en cybersécurité. Donc, ce sont des cours qui vont être utiles pour tout le monde. Ça peut être pour votre propre sensibilisation, pour votre propre curiosité et ça peut également vous permettre de mieux performer à votre travail. Mieux on comprend le cerveau d'un cybercriminel, je trouve que ça peut nous aider dans notre travail de tous les jours. Comment la formation aborde les questions éthiques par rapport au profilage des cybercriminels? Ça va être des cours, comme je dis, je vais beaucoup me baser sur des recherches qui ont déjà été faites. Je vais beaucoup me baser sur des documentaires, des articles. Donc, la question d'éthique au sein de Polytechnique, ce sont des cours vraiment théoriques. Je ne vais pas aller, avec des hypothèses ou présumés de l'information. Toutes mes informations vont être basées sur des articles et des documentaires qui ont déjà été faits. Et puisqu'on disait justement que c'est un domaine nouveau, mais qu'on va venir rajouter notre petite touche de cybercrime, c'est quand même basé sur des livres que j'ai déjà lus. C'est vraiment, tous mes cours vont être basés sur des recherches
qu'on peut venir trouver en référence. Donc, il n'y aura pas d'hypothèse, pas de présumation non plus, pour justement éviter de dire des informations incorrectes dans le domaine de la cybersécurité. Éviter les billets. Exactement. Ouais. En terminant, je peux pas vous avoir et pas vous poser la question, comment vous envisagez l'évolution de la cybercriminalité dans les années à venir? Veux pas, on est dans une génération d'ordinateurs, de téléphones, de numérique. C'est notre monde dans lequel on vit. On a beaucoup d'avantages, on a beaucoup surtout avec l'intelligence artificielle, on est en train d'avoir une simplification dans notre vie. Notre vie devient de plus en plus simple. Mais je vais pas vous mentir, c'est sûr que les experts en cybersécurité, on ne va jamais manquer de travail. Et c'est pour ça que c'est très important à chaque jour, les chercheurs, les experts, les différentes personnes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, je lève mon chapeau parce que c'est un domaine qui évolue à chaque jour. Les cybercriminels, leur job de 9 à 5, c'est de nous étudier et de trouver des nouvelles façons de créer des nouvelles façons de faire des cybercrimes. Et d'où de notre côté, d'année en année, c'est sûr que ça va évoluer, mais j'espère et mon but, c'est vraiment de m'assurer de former les futurs ingénieurs ou techniciens ou experts en cybersécurité, d'être mieux alertes et de mieux protéger à leur tour monsieur et madame tout le monde du Canada. Donc, c'est vraiment, je vous dirais que c'est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire. Chaque jour, on voit des articles et des nouveautés dans le domaine. Ça fait peur, mais je me dis que il y a beaucoup de monde qui rentre dans ce domaine. Il y a beaucoup de monde compétent qui ont cette passion et qui ont cette envie d'aider et de protéger la société. Donc, je suis optimiste qu'on est capable également de faire un frein et de réduire la cybercriminalité dans les années à venir. Et grâce à vous, bientôt, on pourra parler de cyberprofilateurs ou profilatrices québécoises. Pourquoi pas? J'aimerais ça. Pourquoi pas? On verra dans quelques années après notre premier cours à l'automne. Sarah Eliessa Badawi, vous êtes chargée de cours à la Polytechnique Montréal et vous présentez ce nouveau cours à compter de l'automne 2024. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Je vous amène maintenant à Los Angeles pour rencontrer notre prochaine invitée, une artiste et entrepreneur qui a eu l'idée de donner la voix, VOUX, je le précise, aux personnages des BD et des mangas. Aujourd'hui, si vous téléchargez l'application Legend HQ sur iOS ou Android, vous trouverez déjà un catalogue bien rempli d'œuvres où vous pouvez écouter les BD plutôt que les lire. Pour en savoir plus sur cette application et cette idée, on rejoint la fondatrice de Legend HQ. Bonjour, Kira Palen. Bonjour, Bruno. J'ai tenté d'expliquer ce qu'était Legend HQ, mais je pense que vous êtes la meilleure personne pour le présenter. Qu'est-ce que c'est? Comment vous présentez votre création? Excellente question, merci beaucoup. Legend HQ est la seule et la première plateforme qui ajoute l'audio aussi bien que l'interactivité à manga et graphic novels, comics et tout ça. C'est-à-dire, c'est une application, quand on l'ouvre, on a la possibilité de taper sur les bulles et entendre les voix. Des voix qui sont des voix d'acteurs et en multilangue. Ça permet aussi une certaine interactivité super amusante où on peut se s'enregistrer en train de dire une des phrases, les phrases choisies, du caractère choisi dans le manga choisi, et une fois enregistré, partager ça avec ses amis, sa communauté, tout ça, ce qui donne un côté amusement et justement interactif. Voilà, donc ça c'est la clé pour expliquer ce que nous sommes. J'espère que c'était compréhensible. C'était très clair et c'était mieux que moi au début. Mais là, d'où vous est venue l'idée de donner une voix aux personnages de bande dessinée, de manga? Ça a commencé vraiment du fait que j'ai appris l'italien en lisant des bandes dessinées. Et je me suis dit, s'il y avait en plus des voix, ça pourrait drôlement aider.
Donc, la première étape était, ça peut très bien être utilisé en tant que apprentissage. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est du pure entertainment. Tout comme Netflix, tu peux regarder le film à cœur joie, et si tu veux le voir dans des langues différentes pour apprendre quoi que ce soit, eh bien, tu es la bienvenue de profiter de ce qui est proposé. Donc, on est passé de l'apprentissage de langue en pure entertainment, et avec ça, comme proposition, on a commencé à collaborer avec Paris Saint-Germain, PSG, avec les Dallas Mavericks, qui ont très bien compris que c'est un super outil pour tous les brands qui veulent communiquer avec la Gen Z. Mais là, je comprends, là, vous me donnez l'exemple des marques qui voient un intérêt pour être en contact avec leurs fans, avec les gens qui s'intéressent à ce qu'ils font. Mais ça ressemble à quoi? C'est quoi la réaction des éditeurs ou des auteurs quand vous les rencontrez, vous les contactez pour la première fois en disant, ben nous, on veut mettre des voix sur vos personnages? Ils sont ravis. Les trois quarts disent, ça alors, c'est formidable. Comment ça se fait que personne ne l'a déjà fait? Parce que c'est tellement évident. Et pourtant. Et comment on fait pour trouver la bonne voix pour le personnage? Alors, on a deux possibilités. On donne aux artistes la possibilité maintenant de faire leur propre voix. Donc, par exemple, ça leur donne l'opportunité de parler à leur communauté et leur dire, hey, qui veut faire la voix du caractère Z de ma prochaine œuvre, ou aux amis, hey, on se met tous ensemble pour faire quelque chose. Donc, ça c'est une chose, mais surtout le fait de pouvoir parler à leur communauté et demander à leur communauté qui donc se sent intégrée dans l'œuvre de l'artiste. Et évidemment, c'est très bon pour leur popularité, pour leur présence. Donc, c'est complètement ouvert. Tout artiste qui est intéressé à avoir son œuvre uploaded à Legend HQ, que ce soit visuel et audio, ou que nous, c'est-à-dire, s'ils veulent que nous fassions l'audio, on peut. S'ils veulent, eux, faire l'audio, au contraire, génial. Est-ce que ça prend du temps d'arriver à sonoriser une œuvre? Non, ça dépend entièrement des artistes. Alors, il y a certains artistes acteurs-voix, qui sont professionnels, ils te font tout ça en 3 minutes, c'est clean, c'est bien. Ceux qui ne sont pas professionnels, parfois il faut les nettoyer ou pas. Pour les artistes qui n'ont pas de problème pour utiliser certaines voix AI qui sont exceptionnelles et qui en plus c'est une rapidité et ça coûte rien. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Ça coûte un forfait par mois, mais toutes les voix sont rémunérées. Et ça, c'est très important. C'est pas des voix qui sont piratées à droite, à gauche ou non. Mais il y a des services qui provide cela. Donc, ça dépend entièrement de la volonté de l'artiste. Je veux des voix comme ça, je veux des voix comme ci. Je suis content que vous mentionniez les voix de synthèse parce que c'était ma prochaine question. Vous, comme fournisseur de services pour les gens qui ont des œuvres qui veulent rendre disponibles sur Legend HQ, est-ce que pour vous, ça a été naturel d'aller vers la voix de synthèse dans certains cas? Est-ce que vous voyez une plus-value là-dedans, un avantage? On a commencé en faisant toutes les voix complètement à studio. Et franchement, ça a coûté une fortune. Lorsqu'on a commencé à regarder les voix AI, au début, c'était pas brillant, donc on les a pas utilisées. Il est arrivé un moment où les voix AI étaient tellement faciles à manipuler maintenant avec l'émotion et tout, que franchement, c'était pratiquement impossible, ou carrément impossible de faire la différence, et ça enlevait toutes les problématiques logistiques. Tu n'as pas fait ceci correctement, renvoie. Oui, mais je peux pas le faire avant la semaine prochaine. Et alors, chaque fois, chaque acteur individu, il y a de quoi s'arracher les cheveux au bout d'un certain temps. Donc, la différence financière était énorme. Mais
Cela dit, on a toujours eu le focus sur la qualité. Donc, tant que tout n'était pas grade A quality, si le choix était tu prends la voix acteur parce que la voix AI ne marche pas, ou n'est pas à niveau, on va prendre la voix acteur. Est-ce que ça a fait une différence sur la production? Énorme, parce que ça coûte les frais à 90% presque. Mais je ne veux pas que ce soit à l'insu des acteurs qui peuvent le faire. Et ça ouvre une polémique énorme, qui m'intéresse d'ailleurs énormément. Et je pense que la vérité, c'est que les acteurs qui comprennent comment utiliser leur voix avec la AI pour monétiser en quantité sont ceux qui vont vraiment pouvoir prendre un profit énorme de ce que AI fonctionne. Parce que si, par exemple, j'ai une voix X et je la donne à AI 1, mais AI 1 me paye chaque fois que ma voix est utilisée. Or, à quelqu'un à Taïwan, quelqu'un en Corée, tous ces gens, jamais ils n'entendraient ma voix. Il faudrait aller à travers l'agence, à travers les plateformes, on n'en finit plus avec les histoires de recherche. Et en plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va obtenir. Et en plus, il y a tous les emmerdements de communication. Donc, si je touche le tiers, le quart de ce que je toucherais si je le faisais live, et en plus, j'ai une énorme visibilité beaucoup préférable, non? Mais si je tiens absolument à avoir le contrôle de ma voix et la communication directe avec chaque société, etc., eh bien, la plupart des sociétés vont dire on préfère avoir la sécurité de la livraison, parce que c'est surtout ça. Et la qualité de la livraison, il n'y a pas des sons au début, des sons au milieu, des sons à la fin. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très prévalent. Mais vous qui êtes dans la capitale internationale des acteurs et des actrices, justement dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que les agents qui représentent ces voix sont conscients des possibilités et poussent dans ce sens-là pour s'assurer que les acteurs de la voix puissent tirer parti des intelligences artificielles comme ça? Je pense que c'est très mal communiqué et c'est pas encore correctement organisé. Une fois que ce sera communiqué de façon beaucoup plus économique, du point de vue commercial, pardon, et que l'organisation internationale de voix à disposition et le contexte financier qui l'accompagne sera plus visible, transparent et mondial, je pense qu'il y aura une grande partie de voice actors qui vont en profiter. Mais on n'est pas encore là. Comme on est dans le business, carrément, on a trouvé une boîte qui fait des voix extraordinaires. Mais il faut faire les recherches, il faut vouloir, il faut avoir besoin. Donc, il faut tout ça. Et quand c'est une petite société, ils vont prendre la voix d'à côté. Donc, c'est vraiment une histoire de visibilité et de compréhension. Et les acteurs, ils n'écoutent pas toujours. Ils sont tellement effrayés par ce qu'ils pensent est la fin de leur carrière qu'au lieu de bien penser, bien écouter et bien essayer d'adapter ce qu'ils entendent sur un niveau plus large, ils se mettent sur la défensive. Et c'est pas nécessairement une stratégie qui leur ferait du bien. Moi, je suis écrivain aussi, n'est-ce pas? Donc, j'ai deux chapeaux. J'ai le chapeau entrepreneur, j'ai le chapeau écrivain. Donc, en tant qu'artiste, je comprends toutes les problématiques pour tout ce qui est art, que ce soit écriture, voix, tout ce qu'on veut. Donc, je défends tout ce qui est artistique avec entrain.
Mais en même temps, je comprends ce dont a besoin une société pour pouvoir survivre et pouvoir payer les artistes. Donc, il faut voir les deux côtés de la monnaie, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il faut trouver l'équilibre. Et c'est l'équilibre qui n'a pas encore été bien entretenu, bien défini, bien regardé, quoi. Ouais. Et dans le domaine, tout reste encore à faire, hein, avec les différents modèles qui vont s'établir. Avant de vous laisser, je veux revenir sur quelque chose que vous disiez. Je vous ramène à Legend HQ. Vous disiez que vous étiez prête à accueillir ceux qui étaient intéressés à se joindre à votre initiative, mais je présume que, comme curatrice de contenu, qu'est-ce que vous cherchez comme œuvre à partager sur Legend HQ? Surtout manga et webtoons. En priorité en ce moment, manga. Cette priorité changera dans à peu près 3-4 mois en webtoons. Je cherche tout ce qui est sport, tout sujet sur le sport, quelque sport que ce soit, et toute œuvre, que ce soit fantastique, romantique, ce qu'on veut, mais évidemment quelque chose où la qualité, l'histoire est bien racontée et bien illustrée, comme toute personne, comme toute société, bien sûr. Kira Palen, je rappelle, vous êtes fondatrice de Legend HQ. Et puis, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci, Bruno. Ici Patrick Piera, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Autour de mes collègues, cette semaine, Thierry Weber revient sur cette nouvelle qu'on a appris concernant le retrait d'Apple du monde de l'automobile avec la fin de son projet Titan. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Apple, connu pour son innovation constante et sa capacité à remodeler les marchés, vient de prendre une décision qui marque une nouvelle orientation stratégique majeure pour l'entreprise. Après plus d'une décennie de développement et d'investissement conséquents, le géant de la tech a décidé d'annuler tout simplement son projet de longue date, celui de construire une voiture électrique connue en interne sous le nom de projet Titan. Cette décision communiquée par le directeur des opérations, Jeff Williams, et le vice-président Kevin Lynch, a surpris près de 2000 employés qui travaillaient sur cette initiative de voiture électrique. Le parcours du projet Titan a été tout sauf linéaire. Initialement centré sur la création d'un véhicule entièrement autonome, Apple a progressivement réorienté son objectif vers une voiture électrique dotée de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite. Malgré les efforts déployés, le projet a rencontré de nombreux défis, notamment des changements de leadership et des redirections stratégiques. Ces obstacles, couplés à une lutte pour développer une technologie de conduite autonome viable et un marché des véhicules électriques commençant à ralentir, ont finalement conduit à l'abandon du projet. L'annulation du projet Titan n'est pas sans conséquences pour les employés impliqués, alors que beaucoup seront transférés vers la division AI d'Apple, d'autres pourront éventuellement se repositionner dans différentes parties de l'entreprise. Néanmoins, cette décision entraînera également des licenciements, bien que le nombre exact de travailleurs affectés reste un peu flou à ce stade. Cette décision reflète une tendance plus large dans l'industrie automobile, avec plusieurs grands constructeurs, y compris Tesla, réévaluant leur investissement dans les véhicules électriques dans un contexte économique mondial morose et une augmentation du coût de l'emprunt. L'annonce de l'annulation a été accueillie par un tweet d'Elon Musk, PDG de Tesla, soulignant l'impact significatif de cette nouvelle sur le secteur. En choisissant de rediriger ses ressources vers sa division intelligence artificielle, en particulier sur l'IA générative, Apple signale son intention de se concentrer davantage sur les technologies émergentes. Cette décision marque la fin de l'un des projets les plus ambitieux d'Apple à ce jour et met en lumière le changement de priorité de l'entreprise vers le domaine en pleine expansion de l'intelligence artificielle. Cette réorientation vers l'IA générative pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour Apple.
lui permettant de renforcer sa position sur le marché des technologies de pointe et d'offrir des innovations révolutionnaires. L'IA générative, capable de créer du contenu complexe et varié, de la musique aux images et au texte, pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec les technologies et enrichir l'écosystème de produits d'Apple. Ce qui est clair, cependant, c'est qu'Apple est prêt à embrasser l'avenir de l'IA, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre passionnant pour l'entreprise. En conclusion, la décision d'Apple d'abandonner le projet Titan et de se tourner vers l'IA reflète non seulement un changement stratégique pour l'entreprise, mais aussi un signe avant-coureur de l'évolution du marché automobile dans son ensemble. Ces dernières années, nous avons été témoins d'un enthousiasme croissant pour les véhicules électriques, alimenté par une prise de conscience environnementale et des avancées technologiques significatives. Cependant, la réalité économique actuelle marque un ralentissement global et une augmentation des coûts d'emprunt qui a poussé d'ailleurs plusieurs constructeurs automobiles, ici aussi en Europe, à reconsidérer leurs plans en matière de véhicules électriques. Et je ne ferai pas ici la longue liste des marques qui ont décidé de revenir en arrière. Alors, en attendant, préférez la marche à pied ou les transports publics. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul y va d'une réflexion sur notre double numérique qui pourrait nous survivre et exister après notre mort. Si dans mon précédent billet, je parlais d'organoïdes, ces petits amas de cellules synthétiques qui imitent le fonctionnement d'un cerveau humain, que j'entrecroisais cela avec les travaux de Neuralink de Elon Musk, c'est certain que je me plongeais dans un avenir très lointain. Quoique c'est ce que disait Yoshua Bengio de l'IA générative, alors qu'il s'y connaît en IA bien plus que je ne m'y connais en organoïdes. Mais toujours est-il que si nos cerveaux imaginent le futur, c'est parce que les progrès technologiques du présent le permettent. Je vais donc me permettre, moi aussi, aujourd'hui, de faire une projection fort probablement moins lointaine, très certainement réaliste, même si, à mon humble connaissance, ne s'est pas encore produite. Et là, je devrais rajouter, du moins je l'espère, mais j'ai le goût de le faire, car au fond de moi, j'ai réellement envie de voir cela de mon vivant. Je vous parle ici de ce que je vais qualifier pour le moment d'un double numérique ultra réaliste d'un être humain. Une réalisation quelque part entre le double numérique que Mathieu Dugal de Radio-Canada avait fait de lui avec l'entreprise montréalaise MovAI et la saison 4 de Black Mirror dont le fil rouge cette saison est aussi limpide que délirant, soit la prise en compte de l'humanité des doubles numériques, même si dans cette série, il ne se passe que de mauvaises choses lorsque l'on décide de répliquer numériquement des doubles aussi vrais que nature et d'y transposer l'esprit de l'être cher disparu dans ce corps fait de matériaux synthétiques et dont l'esprit et l'âme ne sont dans la réalité que des algorithmes et puissances de calcul mathématiques. Mais tel un cheval de Troie du XXIe siècle, les géants du numérique, de la technologie et de l'innovation commencent à nous y habituer petit à petit, à commencer tout simplement par la durabilité numérique des traces que nous y laissons, qui ont mené Facebook à nous proposer déjà depuis un petit bout de temps de convertir le compte d'une personne décédée en page commémorative et permettre au monde de s'y recueillir tel un salon funéraire, d'y déposer des messages, des photos et pourquoi pas des NFT de fleurs, tel un cimetière qui serait accessible en tout temps de partout. C'est dans leur modus operandi que de nous offrir ce genre de choses, de faire en sorte que nous trouvions cela pratique, d'aller chercher un certain volume d'utilisation afin de créer un effet d'entraînement et nous faire ainsi passer subtilement, sans friction, à la prochaine étape. Cette prochaine étape existe déjà et consiste à créer ce que l'on appelle des agents conversationnels basés sur les données d'une personne.
Ça date pas d'hier, ce qui se trame dans la tête de nos géants des technologies, puisque Microsoft avait déjà déposé une demande de brevet en ce sens dès 2017, obtenue 4 ans plus tard, certes, et c'est aujourd'hui un véritable modèle économique qui se crée autour du concept de l'immortalité numérique, même si les plus fortunés d'entre eux cherchent encore les moyens d'atteindre la vraie immortalité à l'aide des technologies numériques. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les startups qui cherchent à vous proposer des doubles numériques de votre vivant, afin de survivre à votre mort, principalement aux oreilles de ceux que vous avez quittés, mais parfois aussi à leurs yeux. Et c'est là qu'entre en jeu l'IA générative avec des avancées comme Sora qui est capable de générer des vidéos à couper le souffle, tellement leur proximité avec le réel est proche, à laquelle vous pourriez penser mixer les capacités holographiques d'une entreprise comme Sibel Art qui produit ce qu'ils appellent des icologrammes et en font une démonstration de force avec l'orchestre de la Suisse romande. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à écouter le précédent épisode du balado Mon Carnet qui justement m'a permis de les découvrir. Un mix que vous pourriez augmenter également d'une dose de pensée et de souvenirs numériques téléchargés volontairement de votre part avec en background un super algorithme qui vous donnera l'illusion d'interagir avec une personne décédée et ainsi créer ce que je peux à présent me permettre d'appeler un icologramage. Dans tout ce que je viens de dire, rien, absolument rien, n'est technologiquement impossible en 2024. Avec ou sans données numériques. Car on le sait, nous sommes en mesure aujourd'hui de créer ce qu'on appelle des données synthétiques réalistes, donc capables de mettre des mots dans la bouche et des pensées dans les esprits de ces icologrammages sans que personne de son vivant ne les ait eus. Et demain, la puissance de calcul en arrière de cette technologie pourra faire en sorte que nous pourrons avoir de nouvelles conversations avec celui ou celle dont l'enveloppe de chair ne sera plus, créant l'illusion parfaite d'une adaptation en temps réel au fil de la discussion. Là, on se rapproche du scénario de Black Mirror. La seule étape qui manque, c'est le squelette artificiel accompagné d'une peau synthétique et d'une paire d'yeux aussi expressifs que l'intonation que l'on pourra mettre dans des cordes vocales numériques. Et si tout cela arrive demain, ce sera pas forcément un beau scénario. Notre société n'est pas encore prête. Le Comité consultatif national d'éthique en France parlait dès 2021 d'un possible brouillage des frontières entre une machine et un être humain, évoquant jusqu'au risque d'anthropomorphisme. Très rapidement, l'anthropomorphisme, c'est l'attribution de caractéristiques du comportement et de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées, et voire à des êtres d'autres mondes, et tout ça, extrait de Wikipédia, bien évidemment. Cet anthropomorphisme pourrait mener jusqu'à l'attachement à la machine, nous empêchant non seulement de l'éteindre, avec tous les risques qui y sont liés, notamment ceux concernant notre vie privée, mais nous empêchant également de faire notre deuil, processus de guérison aujourd'hui maîtrisé dans ses différentes phases, mais qui, hacké par ce genre d'avancées technologiques, ferait de nous des zombies malheureux à jamais, sans chaleur et émotion humaine, puisque nous ne chercherions plus à retrouver une nouvelle âme sœur. Au-delà de ces effets psychologiques, vient également la question du droit entourant les données du ou de la défunte. Jusqu'à quel point ces données ont le droit d'être utilisées, transformées, valorisées, et par qui? Qui peut se permettre de donner ce genre d'autorisation? Et dans quel contexte? Via quelle gouvernance? Avec quel recours en cas d'abus? Jusque quand? Est-ce valable pour des enfants mineurs voulant faire vivre la mémoire d'un de leurs parents disparus? Vous comprenez que les questions sont multiples autant que les possibilités technologiques. Que tout est une question de cadre légal, d'éthique et de respect. Mais que sans une réflexion collective autour de ces enjeux, pas grand-chose ne bougera du côté de nos droits, alors que les avancées technologiques en la matière continueront de progresser à vitesse grand V. Et ces avancées se feront sur autant d'axes qui nécessiteront que l'on s'y penche collectivement. Autant dire que humainement ce sera impossible, que seule la technologie nous le permettra, afin que l'espèce humaine que nous sommes ne se fasse pas dépasser par la technologie.
Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on aborde peu souvent. Je regarde dans toutes les années, on l'a fait, on en a parlé, mais pas autant que le UX d'interface d'utilisation, d'expérience client. Là, tu t'es intéressé cette semaine avec ton invité à l'approche UX lorsque vient le temps d'expliquer les choses dans un texte. Oui, puis ça se résume assez bien à dire qu'en général, on se concentre sur le contenant, mais on oublie le contenu. Et pourtant, le contenu, il nous impressionne à chaque fois qu'on le voit dans des applications, sur des sites et autres. Et ça peut paraître anodin, mais c'est le ton avec lequel on nous parle, la simplicité qu'on a d'expliquer les choses, les messages d'erreur qui peuvent être super mal faits, voire pas faits, ou qui sont laissés au gré des programmeurs qui vont nous dire une erreur 404. Erreur 4, c'est ça exactement. Ouais. Mais Bad Server Error que j'avais la semaine dernière sur le site du gouvernement du Québec, c'est plus acceptable. C'est juste parce que c'est des choses qu'il faut avoir planifiées à l'avance. Et donc, cette semaine, j'ai parlé avec Stéphanie Roy, avec qui on a déjà parlé, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la gestion du contenu. Là où moi, je suis spécialisé avec ma compagnie plus dans le contenant. Donc, il y a un futur partenariat dans l'air. De par la complémentarité. Non, pas du tout. Mais donc, Stéphanie, on se rappelle, est avocate, est legal designer, spécialiste en simplification du contenu. Et puis, là-dedans, elle nous parle d'une norme internationale ISO qui est en train d'être mise en place. Donc, on peut peut-être imaginer qu'un jour, on va peut-être légiférer là-dessus au Canada pour forcer un peu les gens à être plus clairs. Puis, plus clair, là, ça peut être au niveau évidemment, ça peut toucher rapidement au niveau des contrats. Puis, au niveau du site web, tout ça, pour des fois, des choses qui peuvent induire en erreur les clients ou les visiteurs du site, là. Mais là, une norme ISO, c'est quoi? On parle de UX de langage? Ah, oui, absolument. Ouais. Pas le UX nécessairement, mais le langage, la clarté du langage. Mais donc, une norme ISO pour le langage? Oui. Wow. Pour la clarté des explications. Et les entreprises pourraient aller chercher ça ou ce seraient les spécialistes qui aident les entreprises? C'est ça pour l'instant, je pense que ça va être des spécialistes qui vont aider les entreprises. Je pense qu'il y a une façon de penser pour arriver à rester simple. Tu te rappelles, je ne sais pas si je n'avais parlé ici, mais Stéphanie, dans une de ses présentations, nous parle d'organisations en Europe qui font venir des travailleurs immigrants pour ramasser des fruits. À un moment donné, ils se sont rendus compte que le faire signer un contrat écrit, ça servait à rien parce que les gens ne pouvaient pas le comprendre. Alors, ils ont fait littéralement une bande dessinée qui fait foi de contrat légal avec les gens, qui illustre bien que si tu cueilles tel fruit, tu vas avoir tel montant d'argent. Et c'est illustré, là, c'est une page. Et on se rend compte avec ça un peu par l'absurde dans ce cas-ci, mais l'absurde légal, que tu peux aller jusque-là pour être bien compris par les gens. Et ça peut nuire, tu sais, quand dans des compagnies automobiles, des compagnies qui font des contrats très, très longs pour te lier un peu à la voiture que tu vas acheter, ça peut être très intimidant pour un client et donc potentiellement arrêter une vente. Donc, il n'y a rien de mal non plus à faire des contrats qui sont simples. Belle mise en place de l'entrevue avec Stéphanie Roy. Jean-François, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là et puis de nous représenter comme ça, Stéphanie Roy. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. À la semaine prochaine. Salut, bye. Bye. Stéphanie, dis-moi, c'est quoi la norme ISO sur le langage clair? Donc, la norme ISO sur le langage clair, je ne sais pas déjà si les gens qui nous écoutent savent ce qu'est une norme ISO, mais c'est les normes qui sont établies à l'échelle internationale sur différents éléments que les organisations peuvent ou doivent respecter, donc selon si la norme est obligatoire ou non. Et par exemple, il y a souvent des normes de sécurité internationale, les normes de sécurité alimentaire, les normes de sécurité pour les sièges auto d'enfants. Là, la norme ISO établit ce genre de règles internationales. Et celle sur le langage clair, vous vous en doutez, là, c'est toutes les règles et les principes pour s'assurer que les contenus que l'on crée, que ce soit des contenus papier, numériques, quel que soit le format du contenu politique, contrat, aussi tous ces genres de contenus-là soient réellement clairs et utiles pour les utilisateurs de ces contenus-là. Donc, c'est cette norme ISO qui, aujourd'hui, maintenant, depuis juin 2023, c'est assez nouveau là, comme norme ISO, qui établit les principes à respecter pour y arriver. Et en ce moment aussi, le même comité qui a mis en branle cette norme ISO sur le langage clair-là est en train de mettre en branle les principes du langage clair pour les documents juridiques. Donc, tu sais, c'est comme un dossier qui est encore ouvert, là. Vous allez voir là, circuler ça un peu si vous vous y intéressez. Mais donc, voilà.
Mais et donc, c'est une norme donc internationale, mais est-ce qu'il y a une implication légale au Canada ou au Québec d'appliquer ça là, en ce moment? Non, en fait, les normes ISO, quand elles sont adoptées à l'échelle internationale, puis c'est un processus extrêmement rigoureux, là, pas quiconque peut créer une norme ISO. D'ailleurs, c'est pas l'organisation qui décide de créer la norme ISO, c'est vraiment une industrie qui fait la demande à ISO de créer des principes, une norme pour certains éléments X, là, donc ici le langage clair. Et quand à l'échelle internationale, ça a été adopté, puis tu sais, les équipes, les comités qui mettent en place ces normes-là, c'est vraiment des équipes multidisciplinaires internationales. Donc, il y a vraiment un consensus international autour des règles qui sont là. Donc, en soi, quand elle est adoptée à l'échelle internationale, elle a une valeur importante pour tout pays ou organisation qui veulent respecter la norme. Mais pour qu'elle soit vraiment, je sais pas, qu'elle ait une valeur vraiment légale là, au sein d'un pays, il faut qu'elle soit adoptée notamment par l'agence nationale. Là, il y a des agences nationales de normes et par le pays en question. Mais ça ne veut pas dire que si le pays ne l'a pas adoptée, elle n'a pas un poids. Les normes ISO ont un poids en soi à l'échelle internationale pour les organisations. Donc, ne serait-ce que si une organisation veut démontrer sa rigueur dans la méthodologie qu'elle met en place pour s'assurer que ses contenus sont clairs et simples, qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs, de dire qu'elle a suivi la méthodologie et les principes mis en place par une norme ISO qui existe, qui est le résultat d'un consensus international d'experts, elle démontre son souci de rigueur et de transparence dans cette expertise-là, parce que c'est une expertise, là, le langage clair, de s'assurer que les contenus sont réellement compris et utiles. Et théoriquement, c'est un bénéfice pour une organisation d'avoir un langage clair. Est-ce qu'il est possible d'être certifié ISO langage clair à court terme, là, avant que ça devienne une loi, mais même avant que je veux dire, ça pourra devenir une loi un jour, mais je veux dire, il y a quand même un bénéfice pour une organisation de dire, ben là, tout ce que j'ai créé, tout ce que je fais, puis toutes les relations que j'ai avec mes clients ou mes citoyens ou autres est clair et simple à comprendre. Là. Excellente question. Ben, en fait, il y a 3 niveaux de normes ISO. Celle qui est au-dessus, là, c'est la norme ISO qu'ils appellent mandatory, donc vraiment obligatoire et qui, elles, peuvent permettre une certification. Donc, tu peux te dire, je suis certifié ISO pour X, Y, Z. Par exemple, des normes de sécurité. Il y a des usines qui sont obligées pour même pouvoir opérer, respecter ce genre de normes. La norme ISO sur le langage clair, elle n'est pas obligatoire. C'est ce qu'on appelle, c'est le niveau 2. Donc, c'est un guide. Donc, c'est vraiment des principes qui sont vraiment maintenant un consensus international pour dire si vous respectez bien ces principes-là, vous avez la méthodologie et la rigueur pour en arriver à un contenu qui est clair et simple. Donc, il n'y a pas encore ce niveau de certification-là parce que le groupe, le comité qui a travaillé sur ça n'était pas prêt encore à aller là parce que ça implique plein de choses. Hein. Tu sais, qui va certifier que c'est un langage clair? Là? C'est pas aussi simple qu'une norme avec des chiffres, là, puis des statistiques ou des mesures précises. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Est-ce que ce sera un comité international, etc.? Donc, le comité est en train d'évaluer. Là, il y a vraiment un comité de certification mis en place en ce moment pour évaluer est-ce que c'est possible? Si oui, quels en seront les paramètres, les conditions? Et là, on pourrait aller au prochain niveau de normes ISO pour avoir ce type de certification-là. Parce qu'en théorie, dans ce genre d'amélioration-là, on peut aller très, très loin. Je me souviens d'une conférence que tu as donnée où tu parlais d'une compagnie en Europe qui faisait des contrats sous la forme littéralement de bande dessinée pour être certain d'être compris par leurs ouvriers qui ne parlaient pas nécessairement la langue français ou en fait les langues très locales, ça peut être des gens des pays de l'Est. Donc, on peut aller jusque-là quand on veut vraiment bien desservir les gens à qui on veut parler, mais c'est difficile à mesurer, effectivement. Là. Oui, tout à fait. Puis la norme ISO, c'est intéressant que tu ressortes cet exemple-là parce que d'autant plus, tu me parles d'un contrat. Donc, tu sais, les contrats, souvent, on va penser qu'il faut que ça soit nécessairement textuel, extrêmement formel, présenté d'une certaine façon pour que ça ait la valeur d'un contrat. Or, non, il n'y a rien dans la loi. Il n'y a rien en droit qui nécessite que les contrats soient conçus comme tels pour être vraiment, avoir une valeur de contrat. Un contrat, c'est juste une entente entre deux personnes. Donc, oui, effectivement, donc tout type de contenu, quel qu'il soit. Et pour mesurer, justement, est-ce que le contenu est réellement clair ou non, que ce soit un contrat, un contenu web,
fait, peu importe. La norme ISO, donc, va établir cette méthodologie-là et évidemment, quiconque travaille dans le UX et la communication va se sentir interpellé par cette norme ISO sur le langage clair. Dans les 4 grands principes, le premier au départ, c'est de bien comprendre son public cible et donc vraiment ses idées préconçues, ses perceptions, son rapport à la technologie, etc. De faire de la recherche, de faire des entrevues, etc. Et à la toute fin, donc dans les derniers principes, c'est pour s'assurer que ce que tu as créé est réellement utile, il faut que tu testes. Et donc de développer cette méthodologie aussi de test qui n'est pas quelque chose qu'on improvise. Hein. Il y a vraiment, les tests sont, tu le sais bien en tant qu'expert UX, là, mais donc pour faire des bons textes et avoir des résultats qui sont vraiment probants, il y a des façons de faire, il y a des experts pour poser les bonnes questions, utiliser la bonne méthodologie selon le contexte, puis s'assurer donc vraiment les contenus qu'on a créés. Parce que, ne serait-ce que pour être objectif, tester soi-même ce qu'on vient de concevoir, c'est un non. On ne fait pas ça. Et effectivement, nécessairement, malgré toutes nos bonnes intentions, on va être biaisé nécessairement. Voilà. Puis donc, si on veut vraiment là, s'assurer que ce qu'on a fait, on l'a fait avec les bonnes prémices de base. Oui, il vaut mieux aller chercher quelqu'un de neutre et d'externe pour poser les bonnes questions. Et on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de la bande dessinée, si ces compagnies-là n'avaient pas déterminé que leur personnel et les gens qui étaient leurs travailleurs ne parlaient pas la langue, ils ont dû s'en apercevoir quand même à un moment donné. Mais il a fallu un effort conscient de dire, là, on va faire des contrats juste en images qui peuvent être compris par tous. C'est quand même, ça a pris un effort de recherche pour en arriver à faire ça. Là. Oui, puis je pense que tu le sais comme moi, dans ce genre de projet où on veut s'assurer de répondre aux besoins des utilisateurs, comme là, justement, il y avait des travailleurs de différentes langues, différentes cultures. Puis là, tu te dis à un moment donné, oui, mais est-ce que je vais vraiment faire, parce que là, il y a aussi les objectifs organisationnels et la réalité organisationnelle derrière ça, je vais-tu vraiment faire un contrat dans chacune des langues, puis là, chaque contrat adapté à la culture X, Y, Z, puis tu sais, probablement qu'ils se sont peut-être, et là, j'en sais rien, mais inspirés sur IKEA, qui, eux, maintenant, les normes de sécurité, ou même, je dis IKEA, mais c'est Tulle aussi. J'avais été impressionnée, tu sais, Tulle, qui fait plein d'équipements, mais entre autres, les chariots pour enfants. Et toutes les mesures de sécurité, c'est des dessins, il n'y a aucun mot. Et on l'avait testé avec différentes personnes autour de nous, puis on se disait, c'est quand même une mesure de sécurité pour enfants importante, puis finalement, le visuel avait un impact beaucoup plus fort et compréhensible pour tous. Pour tous. Pourquoi ce serait pas la même chose pour des contrats? Donc, tu sais, dans cette démarche-là aussi de langage clair, c'est de dire aussi quelle est la meilleure stratégie puis la plus efficiente aussi pour l'organisation que d'avoir 20 modèles de contrats. Là, on pourrait en avoir un seul, mais avec des visuels, tu sais, sans mots finalement. Ouais. Donc, à court terme, c'est pas une obligation, donc c'est pas encore une loi, là, c'est pas la loi 25, faut pas confondre, mais il y a quand même des avantages indéniables à faire ce processus-là parce qu'il y a fort probablement même de l'argent à sauver ou à faire. Ah, tout à fait. Là, je veux dire, au niveau de l'argent direct ou indirect, que ce soit justement là, des équipes internes plus productives, moins d'erreurs qui sont commises, des équipes qui sont plus faciles à former. On sait qu'on est dans une pénurie de main-d'œuvre, les équipes, on perd des employés, ça revient. Donc, comment faire en sorte que tout ce qu'on fait à l'interne pour nos clients, nos fournisseurs, mais aussi pour nos employés, soit plus simple, plus efficient, plus utile, en appliquant cette méthodologie-là. Puis dans cette méthodologie-là, je le souligne parce que souvent c'est méconnu, mais de cartographier aussi les différents processus à l'interne. Tu sais, je vous donnais l'exemple du formulaire pour les risques de renseignement personnel, mais c'est de dire, OK, il a un employé dans un département X, c'est quoi l'expérience de A à Z de manipuler ces renseignements personnels, de parcours, le fameux parcours. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette démarche-là de langage clair. Fait que, en conclusion, c'est de dire, je parle de norme ISO sur le langage clair, mais finalement, l'expression langage clair est un peu trop restrictif finalement de ce qu'évoque cette norme-là. C'est pas juste une question de mots ou de mots clairs ou de phrases courtes, c'est vraiment une méthodologie qui est de création de contenu qui est centrée sur les besoins des utilisateurs, donc vraiment dans une démarche UX.
de vraiment cartographier l'ensemble de l'expérience. Après, dans cette expérience globale, il y a plein de petits points qui peuvent être des problèmes, d'autres que on peut régler des fois comme tu le disais tout à l'heure avec les policiers, ça a été réglé en 2 lignes, puis ça a diminué de 16% les appels. Il y a un coût à ça. Donc, il y a un avantage certain. Écoute, majeur, puis je pense que on dit souvent dans le milieu dans la communauté internationale du langage clair qu'on n'a pas beaucoup de mesures statistiques parce que l'impact est tellement évident. Je veux dire, les organisations vivent du jour au lendemain l'impact de cette fluidité-là, de cette simplicité-là, que ça vaut même pas la peine de mesurer le avant-après. Mais il demeure que c'est quand même important de le faire, ne serait-ce que pour continuer. Tu sais, je dis toujours que c'est pas statique, là, ces contenus-là, il faut les faire évoluer, donc de s'assurer de vraiment évaluer, d'avoir des indicateurs de performance, puis s'assurer toujours de dire, OK, on peut faire mieux encore, puis de toute façon, nos publics cibles évoluent, le contexte évolue, donc il faut toujours garder en toujours tête. Toujours être aux aguets. Ouais, les générations passent et changent, et il faut en tenir compte tout le temps. Stéphanie, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. C'était super instructif, comme d'habitude. Merci. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un énorme merci à nos invités. Merci aussi à mes collègues, Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, portez-vous bien.